Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Le Cameroun doit être exclu de l'accès préférentiel au marché américain en janvier 2020. C'est du moins ce qui ressort d'une décision du président américain, Donald Trump, fait savoir que cette décision est liée aux violations des droits de l'homme au Cameroun. Quel est son impact de la suspension du Cameroun de l'AGOA? Quel en est l'impact sur l'économie camerounaise? Quelle est l'évaluation des opportunités offertes dans le cadre des accords commerciaux signés entre le Cameroun et les États-Unis et d'autres puissances internationales? Pour analyser et décrypter cette situation, je reçois sur ce plateau Edmond Katé. Edmond, bonsoir. Bonsoir Cédric et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Equinox. Merci de me convier à cette autre édition de Tendance économique. Vous avez suivi cette décision du président américain Donald Trump qui a informé le gouvernement de la République du Cameroun de la suspension du Cameroun du programme des accords commerciaux du Cameroun entre les États-Unis et le Cameroun dans le cadre de l'AGOA. Et cela entre en vigueur dès janvier 2020. D'abord, l'AGOA, il s'agit de quoi concrètement? L'AGOA, c'est quoi? Comme son nom l'indique, comme ça s'est défini, c'est une loi américaine, ça s'est dit, n'est-ce pas, c'est une loi américaine sur la croissance économique et les opportunités en Afrique, qui a été décidée, n'est-ce pas, en 2000, dans les années 2000, par le président Clinton. Ça a été promulgué en 2000 par le président Clinton et ça a été prolongé en 2015 par le président Barack Obama. Ça vise à quoi? Ça consiste tout simplement à permettre l'accès au marché américain des produits africains à un taux, n'est-ce pas, préférentiel de douane. C'est-à-dire que les gens disent d'exonération, il n'y a pas d'exonération complète, mais c'est une franchise. C'est-à-dire qu'on paye très peu les droits de douane pour permettre à nos produits, n'est-ce pas, d'entrer sur le sol américain. Ce qui est bien, c'est qu'il faut savoir que, contrairement à d'autres accords, l'AGOA ne s'est limitée pas exclusivement aux produits du sol et du sous-sol, mais également aux produits manufacturés. Ça, c'est ce qui est déjà très bien. Ça veut dire que nous, on pouvait manufacturer des produits chez nous en Afrique et puis conquérir le marché américain avec ces produits-là. Et donc, c'est de cette opportunité que le Cameroun va être exclu si jamais le président américain s'en tient à sa décision à partir de janvier 2020. Si on s'en tient également aux informations publiées sur le site de l'AGOA, il s'agit de près de 6500 produits dans le secteur agricole, pétrolier et dans d'autres secteurs sur le continent africain. Quel est l'impact d'une telle décision du président américain sur les opportunités offertes au Cameroun dans le cadre de l'AGOA? Disons-le simplement. C'est vrai, il faut dire déjà que l'AGOA principalement venait avec 1500 produits. Parce qu'avant l'AGOA, il y avait ce qu'on appelait le système généralisé de préférence. Mais ce n'était pas seulement pour les produits africains. C'était pour beaucoup d'autres pays. Je crois que ça touchait à peu près 129 pays. Et l'AGOA, c'était uniquement pour les Africains. Donc, l'AGOA concernait près de 1500 produits. Et donc, il faut dire très clairement que les rapports entre États, n'est-ce pas, reposent principalement sur une chose, c'est-à-dire que les échanges commerciaux, fondamentalement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des rapports diplomatiques, il peut y avoir autre chose, mais le pilier principal, c'est les échanges commerciaux. Et quand on parle de commerce, on parle de deux variantes, c'est-à-dire la production et la commercialisation. Il faut produire et il faut vendre. Et donc, quand on a parlé de ces deux variantes, il faut avoir les moyens de produire et il faut trouver un marché où il faut vendre. C'est donc à cela que, et vous savez très bien qu'entre les États, il y a une barrière qu'on appelle la douane. Et donc, lorsqu'il y a la douane, vous savez très bien que vous pouvez être limité dans votre capacité de vendre à d'autres pays. Et donc, lorsque les Américains prennent cette décision dans les années 2000, c'était pour ouvrir leur marché, c'était pour dire aux Africains, vous avez la possibilité de nous vendre près de 1500 produits et qui venaient s'ajouter, n'est-ce pas, au système de préférence généralisée qui avait déjà 4500 produits, ça faisait près de 6000 produits. Alors 6000 produits que vous pouvez vendre dans un marché comme le marché américain, et il faut le dire, c'est l'un des marchés les plus importants
parce que quand vous prenez ce marché, c'est le PIB, que ce soit le PIB global ou le PIB par habitant, c'est très important. Et donc, quand vous perdez un tel marché, vous voyez très bien que vous avez perdu beaucoup d'opportunités en termes de commercialisation de vos produits. Alors, le Cameroun avait créé un comité technique de suivi de la mise en œuvre de l'AGOA avec le ministère du Commerce et d'autres administrations publiques ont été intégrées dans le cadre de ce comité technique. Et le constat qui se dégage, c'est que le Cameroun exporte essentiellement des produits pétroliers vers les États-Unis qui ont bénéficié de l'accès préférentiel au marché américain. Comment comprendre cette préférence pour les produits pétroliers alors qu'il y a 1500 produits et d'autres encore qui peuvent bénéficier d'un accès préférentiel lorsque nous étions dans ce programme de l'AGOA? Ça veut dire que nous n'avons pas su faire preuve de dynamisme au niveau de la production et nous nous sommes limités à des choses très faciles. Pourquoi je vous l'ai dit que l'AGOA avait ceci d'avantageux qu'il ne se limitait pas seulement à nous permettre d'écouler les produits du sol et du sous-sol, mais également des produits manufacturés. Lorsque vous parlez d'un comité qui a été mis sur pied pour justement encadrer, n'est-ce pas, cette opportunité de l'AGOA-là, je me demande au jour d'aujourd'hui quelle était véritablement leur mission. Pourquoi ? Il s'agit ici de comprendre quoi? Lorsque les Américains ouvrent leur marché, il faut savoir que le marché américain est n'est-ce pas, un peu protégé par ce qu'on appelle, c'est un protectionnisme mais larvé, par ce qu'on appelle les normes. Ça veut dire que lorsqu'ils vous disent venez nous vendre vos produits, c'est là où ces produits doivent obéir à certaines normes. Et ces normes vont de la production jusqu'à, n'est-ce pas, la livraison en passant par le conditionnement, le transport et un certain nombre de choses. Vous avez bien compris que les raisons pour lesquelles on a exclu le Cameroun, ce n'étaient pas des raisons de la mauvaise qualité des produits, mais c'était des raisons de droits de l'homme. Et donc, il faut savoir que parmi également ces conditions-là, il y avait également la lutte contre le travail des enfants, la lutte contre la déforestation, la lutte contre le respect des normes d'environnement et autres. Et donc, tout cela, la mission de ce comité devrait déjà nous permettre d'aller aux États-Unis, leur demander. On devait se spécialiser dans certains secteurs parce que nous ne pouvions pas, n'est-ce pas, produire tous les 1500 produits. Donc, on devait choisir certains produits. Ça, c'est ce que ce comité devait faire. Choisir certains produits qui sont, n'est-ce pas, de qualité très productive au Cameroun. Choisir ces produits, aller vers les États-Unis et leur demander qu'est-ce que nous devons faire. Malgré que cela est codifié déjà quelque part, mais allez leur demander. Si nous voulons, par exemple, vous livrer des pommes de terre, si nous voulons vous livrer des tomates, si nous voulons vous livrer des ananas, comment est-ce que, sur quel sol est-ce que nous devons le produire? Comment est-ce que nous devons remuer le sol? Quels sont les types de fertilisants que nous devons utiliser? Quels sont les types d'engrais que nous devons utiliser? Qu'est-ce que vous acceptez chez vous? En termes de standards, qu'est-ce que vous n'acceptez pas chez vous? Alors, comment est-ce que nous devons les conditionner? Jusqu'à quelle période est-ce que nous devons les laisser, n'est-ce pas, en sol? À quel moment est-ce que nous devons les cueillir, les récolter? Et après avoir récolté, comment est-ce que nous devons les conditionner? Comment est-ce que nous devons les conserver? Comment est-ce que nous devons, n'est-ce pas, les transporter? Et quelle quantité à peu près est-ce que vous voulez? Quelle est la fréquence de production que vous voulez? C'était ça le rôle de ce comité. Quand vous n'avez pas fait ce travail, vous ne pouvez pas accéder au marché. Et donc, lorsque vous parlez de ce comité, je me demande quel est le travail qu'ils ont fait. Parce que justement, le reproche que les gens font aujourd'hui, c'est que le volume d'échange entre les États-Unis et le Cameroun était trop bas. Un peu comme si les Américains, après avoir ouvert cette opportunité, devaient encore venir produire à notre place. C'est à nous de saisir la chance. Pourquoi? Parce que non seulement on a une possibilité de diversifier notre, n'est-ce pas, notre marché pour écouler nos produits, mais également on a la possibilité d'apprendre, de maîtriser les normes internationales. Et à cet effet, il faut préciser qu'en 2016, les pays africains ont exporté pour 2,4 milliards de dollars des produits agricoles vers les États-Unis et 20% de ces produits ont bénéficié de l'AGOA. Et ces pays sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Afrique du Sud et Madagascar, selon un point qui a été fait par le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines. L'on constate que le Cameroun est loin derrière durant la période où il bénéficie encore de l'AGOA. Ce sont des pays à économie comparative
avec le Cameroun qui ont su tirer leur épingle du jeu, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Afrique du Sud. Comment expliquer que malgré l'énorme potentiel agricole du Cameroun, il ne puisse pas lui aussi être parmi ces pays africains qui puissent bénéficier de ces exportations destinées vers le marché américain et en tirer profit avec les dollars qui vont permettre de reconstituer les réserves de change du Cameroun? Avant de poser cette question, il faut d'abord se poser la question, est-ce que nous avons suffisamment étoffé notre appareil de production locale pour satisfaire nos besoins domestiques nous-mêmes? Parce que je dois vous rappeler, Cédric, que le Cameroun aujourd'hui, en matière de consommation des produits de base, dépend entre 70 et 80% de l'importation. Ça veut dire que nous importons du riz, nous importons du poisson, nous importons des boîtes de conserve, nous importons du haricot, il faut le savoir. Tout ce que nous appelons cassoulet, machin, c'est du haricot que nous importons. Si vous allez dans les rayons des supermarchés, vous allez voir ça abonde là-bas. Est-ce que nous devions encore être en train d'importer ce produit? Donc, si nous sommes déjà incapables de produire suffisamment pour satisfaire nos propres besoins, est-ce que nous allons donc produire à but d'exportation? C'est ça le problème. Donc, nous avons un problème, c'est que nous ne renforçons pas suffisamment notre outil de production locale, n'est-ce pas, dans plusieurs domaines. On ne le fait pas suffisamment pour pouvoir prétendre aujourd'hui aller conquérir des marchés à forte capacité de demande, comme les États-Unis. Je vais vous prendre un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que si les Américains vous demandent, par exemple, qu'ils veulent consommer les pommes de terre camerounais, qu'ils veulent consommer des ananas camerounais, même si vous respectez les normes, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de capacité de production, le Cameroun peut fournir aux États-Unis en quantité les pommes de terre ou des ananas, des tomates, je ne sais pas trop quoi, tous les produits agricoles, parce que je vous ai dit, les États-Unis, c'est un marché de 300 millions d'habitants. Donc, si vous devez seulement fournir dans un État, et ils ont un bon potentiel, ils ont un bon PIB, que ce soit, je vous ai dit, PIB global ou PIB par habitant, donc ils peuvent payer. Mais est-ce que vous allez pouvoir respecter les fréquences de livraison? Est-ce que vous avez la capacité de pouvoir produire suffisamment de tonnes de pommes de terre, d'ananas, de tomates, ou je ne sais pas donc de quel autre produit, pour pouvoir satisfaire n'est-ce pas, la demande américaine? Est-ce que vous pouvez le faire? Pour le faire, il faut déjà que vous ayez une capacité à satisfaire, à produire pour satisfaire vos besoins locaux et maintenant avoir, n'est-ce pas, des velléités d'exportation. Alors, quand on observe les produits d'exportation du Cameroun, hors du pétrole et du gaz naturel, il y a la banane, il y a les fèves de cacao, il y a le bois. Est-ce que ce sont des produits qui peuvent être à même d'être privilégiés sur le marché américain de 300 millions de consommateurs? Lorsque vous parlez de la banane, je dois déjà vous dire que la banane, ce n'est pas même si c'est produit en terre camerounaise, ce n'est pas un produit camerounais. Il faut savoir que les sociétés qui produisent les bananes au Cameroun, c'est des sociétés françaises. Et donc, c'est un marché déjà réservé parce que les Français savent où ils veulent, eux-mêmes, ils consomment leurs produits et pour le reste de l'Europe. Donc, il faut exclure la banane. Il nous reste le bois, il nous reste les fèves de cacao. Le Cameroun, en Afrique, en termes de production, représente 6%. Parce que la production du cacao mondial africain, c'est 73%, avec 40% du Côte d'Ivoire, 20% Ghana, 6% Nigeria et 6% Cameroun. Et donc, le Cameroun a une très faible capacité en termes. Vous voyez bien que nous sommes derniers là. Nous n'avons que 6%. Maintenant, vous parlez de bois. Il faudrait, même si le bois, même si nous pouvions satisfaire le marché américain, ce serait une grosse erreur de pouvoir vendre nos bois comme nous le faisons. C'est une grosse erreur, disais-je, de vendre nos bois en grumes. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que nous vendons nos bois en grumes et nous importons beaucoup du mobilier. Donc, vous vendez du bois pour 500 000 francs le mètre cube, mais lorsque vous allez dans un supermarché, vous touchez un meuble, on vous parle de 5 millions, de 8 millions, qui ne représente même pas un mètre cube de bois. Et donc, la tendance devrait permettre de faire en sorte que nous transformions ce bois ici, justement. Voilà une opportunité que nous pouvions faire. Quelle est la technologie qui pourrait nous permettre de transformer notre bois sur place, au moins à moitié, pour pouvoir satisfaire le marché américain? C'est ce que nous devrions faire. Si par exemple aujourd'hui le Cameroun dit « je veux pouvoir satisfaire la menuiserie américaine avec le bois », ok, quel est le type de bois qu'il leur faut?
Ça dit que comment est-ce qu'ils veulent qu'on travaille le bois. Et dans ce cas, nous transformons notre bois ici sur place et nous livrons cela sur le marché américain. Voilà quelque chose que nous pouvons faire, par exemple. Dans un autre secteur d'activité, il y a celui du coton textile habillement qui a permis à beaucoup de pays africains de pouvoir tirer profit de ce programme, de cette loi Lagoa. Le Cameroun aussi a montré un avantage comparatif. Mais on a le sentiment aujourd'hui que les acteurs de cette filière broient du noir malgré l'opportunité qui existait durant une quinzaine d'années entre les États-Unis et le Cameroun. Comment expliquer cette situation? Bon, disons que le problème du textile au Cameroun, c'est un problème très complexe. Très compliqué avec beaucoup d'interférences extérieures. Donc là-dessus, il y a des choses qu'il faut savoir. C'est des choses que nous devons dire comme ça, mais il y a une complexité qui empêche le Cameroun véritablement de profiter de son secteur, du secteur textile. Comparativement aux autres pays, comme je crois les pays de l'Afrique de l'Est par exemple, qui ont déjà une capacité de transformer leur coton au moins à une bonne partie sur place. En filerie, ils ont des fileries, ils livrent beaucoup de fils sur le marché américain par exemple. Nous, on n'est pas encore à ce niveau. On est encore à exporter le coton brut. Et je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup de complexité dans le marché. Mais toujours est-il qu'en matière de produits, je vous ai dit que l'AGOA offrait aussi la possibilité, n'est-ce pas, de conquérir le marché américain avec des produits manufacturés. Je dois vous dire que si vous allez par exemple en Éthiopie, au Kenya, vous allez vous rendre compte qu'ils ont réussi à attirer, avec l'AGOA, ils ont réussi à attirer des investisseurs étrangers qui sont venus mettre des capitaux, mais qui ont pris la coloration locale, c'est-à-dire des sociétés de droit local, mais ils produisent maintenant des pièces détachées qu'ils revendent aux Américains. Ils ont signé de bons contrats avec GM, General Motors et Ford, qui leur permet de vendre, n'est-ce pas, des pièces détachées à ces sociétés-là. C'est pourquoi le Cameroun, qui a un fort potentiel économique, une ressource humaine qui est très appréciée sur le plan international, n'arrive pas à attirer ces investisseurs qui ne voient pas ces opportunités des accords commerciaux que signe le Cameroun avec les puissances internationales. Ce qu'il faut savoir, c'est que attirer les investisseurs étrangers, ce que nous appelons les IDE, les investisseurs directs étrangers, cela demande un certain nombre d'exigences. Par exemple, le cadre des affaires, il faut que le cadre des affaires soit bon, il faut que, n'est-ce pas, il y ait il faut qu'il y ait une facilité d'accès aux grandes administrations, il faut qu'il n'y ait pas une pesanteur, une lourdeur administrative, et il faut surtout que notre cadre judiciaire soit bon. C'est-à-dire qu'un étranger, il faut qu'il ait le sentiment que s'il a un problème, s'il a un souci, il peut s'adresser à une institution, n'est-ce pas, judiciaire, et que dans les 48, 72 heures, il va avoir une réponse, et s'il a été, si on a piétiné son droit, il va être réhabilité. Ça, c'est l'assurance qu'il faut donner. C'est ce que nous appelons généralement le climat des affaires. Le climat des affaires, ça intègre tout cela, c'est-à-dire que l'ingénierie, la justice, l'administration et tout cela, c'est ça qu'on appelle le climat des affaires. Justement, quand les États-Unis décident de suspendre le Cameroun de cet accès préférentiel au marché américain, quelles en sont les conséquences sur le plan international, sur le plan des investisseurs qui pourraient avoir le Cameroun dans leur agenda d'investissement? Bon, disons que les Américains ont suspendu le Cameroun pour des raisons que je n'approuve pas moi-même beaucoup, c'est-à-dire les droits de l'homme, parce qu'ils nous mettent sur le même palier que des pays comme l'Érythrée, qui sont des pays complètement en désordre, des pays comme le Soudan, où on sait un peu le travail que les Ndjamjaouides ont fait là-bas en termes de violation des droits de l'homme, des pays un peu comme comme la Centrafrique, qui n'existent pas, qui ne sont pas véritablement structurés. Je crois que le Cameroun, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violation de droits de l'homme chez nous, mais il faut également savoir que le Cameroun se bat beaucoup n'est-ce pas, pour respecter les droits de l'homme, nonobstant certaines crises que nous traversons.
Et donc, je trouve que ça a été un peu exagéré de la part de M. Trump. Peut-être que c'est notre diplomatie qui n'a pas beaucoup été active, et donc la diplomatie de ceux qui tentent à présenter le Cameroun comme un enfer, peut-être qu'ils ont beaucoup réussi. Et donc, j'ai dit, peindre le Cameroun de cette façon, c'est très mauvais. Ça veut dire que le Cameroun ne va plus être une destination pour les investisseurs. Ça veut dire tout simplement que, en termes d'indicateurs, nous montons encore un cran dans le rouge. Et vous savez que lorsque vous êtes présenté comme un pays à risque, ça veut dire que pour investir chez vous, il faut chercher un type d'assurance spéciale. C'est-à-dire qu'il faut, au lieu d'aller prendre une assurance normale, comme tout investisseur, il vous faut un type d'assurance spéciale qui coûte très cher. Et donc, aucun investisseur ne voudra aller pour venir investir. Déjà, il court le risque parce que le Cameroun est présenté comme un pays dangereux, un pays où on viole les droits de l'homme, un pays où la justice n'est pas bonne. Et donc, s'il faille encore aller payer une assurance forte pour risquer son argent, pour risquer ses capitaux, aucun investisseur ne voudra de cela. D'aucuns estiment que derrière la décision des États-Unis, il y a une volonté de mettre la pression sur le Cameroun pour obtenir davantage des contrats commerciaux face à la concurrence chinoise, européenne et russe également. Que pensez-vous de cette analyse? Non, je ne pense pas qu'il s'agit de ça. C'est vrai qu'il y a des questions géopolitiques, il faut comprendre comme ça, parce que le Cameroun, c'est un terrain géopolitique où beaucoup d'intérêts s'entrechoquent, se croisent et s'entrechoquent. Je parle de là, vous avez par exemple nos partenaires traditionnels comme la France, aujourd'hui aussi la Chine, la Russie qui se bousculent. Mais je ne pense pas que ce soit ça le problème. Je pense que il y a eu un lobbying très fort à l'extérieur de la part de certains Camerounais, de la part de certains Camerounais qui visent, n'est-ce pas, à mettre la pression justement dans le cadre de la crise au Nozo et qui chaque jour compilent un certain nombre d'éléments qu'ils brandissent pour peindre le Cameroun comme un enfer où on détruit les gens, où on tue les gens, où on décapite les gens. Je crois que cette diplomatie-là, elle est très forte aux États-Unis. Je sais un peu comment ça marche, à travers les congressmen, à travers un certain nombre de personnalités à forte influence et qui ont accès directement au président américain et qui lui montrent ça en disant, voilà. Je crois qu'à côté, il faudrait que le Cameroun développe une diplomatie parallèle en montrant effectivement que même s'il y a des éléments des brebis galeuses n'est-ce pas, dans son armée qui commettent un certain nombre d'actes, le Cameroun s'active à combattre cela. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, dernièrement, on a tué des femmes avec des bébés au dos. À l'extrême nord du l'extrême nord. Mais beaucoup de gens ne savent pas que ce cas est pendant devant la justice aujourd'hui et que tous ces militaires qui étaient impliqués là-dedans, ces militaires sont aujourd'hui en prison, ils sont en justice. Ça ne se limite pas à ça. La sécurité militaire au Cameroun fait un travail énorme que je connais parce que j'ai essayé un peu de foutre le nez là-dedans. Je connais un peu ce que la sécurité militaire aujourd'hui fait. Si vous allez à la CEMIL, la sécurité militaire camerounaise aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plein de Camerounais, plein de militaires camerounais qui sont tous les jours convoqués par rapport à un certain nombre d'actes qu'on leur reproche sur le terrain. Et donc le Cameroun gagnerait, n'est-ce pas, à faire beaucoup de communication sur les efforts qu'il fait en matière de protection des droits de l'homme, en matière de préservation des droits de l'homme. Le Cameroun devrait gagner à faire une bonne publicité là-dessus, à faire une bonne campagne là-dessus pour polir son image. Parce que vous pouvez croire que la décision de Trump va se limiter à la Goa, que non. La décision de Trump ne va pas se limiter qu'à la Goa. Quelles peuvent être les autres sanctions économiques que le Cameroun pourrait subir au regard de l'enlisement de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Vous savez très bien que le Cameroun aujourd'hui est sous la perfusion du FMI et de la Banque mondiale. Donc le Cameroun aujourd'hui, nous sommes sous ajustement structurel depuis 2016, ça vous le savez, et que nous n'en sommes pas encore sortis. Et donc, qui parle Banque mondiale parle les États-Unis, ça il faut le savoir. Donc toutes les institutions de Bretton Woods. Si aujourd'hui, par exemple, les Américains disent que et que nous voulons frapper très fort, ils peuvent décider, par exemple, de stopper la perfusion que nous recevons du FMI. Ils peuvent mettre la pression sur leurs alliés européens
pour stopper cette perfusion que nous recevons du FMI et de la Banque mondiale. Et ils peuvent également influencer sur un certain nombre de bailleurs que nous avons, de bailleurs de fonds que nous avons à l'international. Ils peuvent également faire en sorte que certains investisseurs avec qui nous sommes en négociation arrêtent, n'est-ce pas, les négociations. Ils ont beaucoup de marge de manœuvre. Est-ce que le Cameroun peut compter sur ses nouveaux partenaires, comme s'en vantent les partisans du pouvoir de Yaoundé, à savoir la Chine, la Russie et plus récemment la France, qui s'est mobilisée à travers les C2D pour financer des projets à la fois dans le Septentrion et également dans les régions anglophones? Non, le problème, c'est qu'il faut très bien comprendre qu'il ne faut jamais perdre sa marge de spéculation. Le fait de nous confiner à certains partenaires, ça ne nous profite pas. Ok, il faut savoir que les Américains restent un partenaire important et sérieux, ne serait-ce que par leur taille, par leur poids économique, militaire, diplomatique et autres. C'est des partenaires importants. Et donc, on ne peut pas dire que, bon, parce que nous sommes aujourd'hui convoités par la Russie, convoités par la Chine, et donc nous allons fermer les portes aux Américains. Non, en matière commerciale, il faut toujours se rassurer qu'on a une possibilité d'extension et d'expansion qui augmente également notre marge de spéculation. Ça, c'est important. Si vous êtes confiné chez un ou deux partenaires, ça réduit votre marge spéculative et du coup, ça ne vous donne pas la possibilité, n'est-ce pas, de vous déployer véritablement sur le marché international. Mais si vous avez plusieurs partenaires, ça augmente votre marge spéculative. Donc, vous pouvez dire à quelqu'un, ben, écoutez, si vous n'êtes pas prêt à faire comme moi je demande, moi, je vais me rendre ailleurs. Mais si lui, il sait que vous êtes limité, il va vous imposer un peu sa direction. Et donc, le Cameroun aujourd'hui ne peut pas s'appuyer uniquement sur des partenaires comme la France pour dire ben, je n'ai rien à foutre avec l'AGOA, avec les Américains. Non, ça ne peut pas se faire. Surtout que en termes de taille, en termes de puissance, que ce soit en termes de taille, n'est-ce pas, militaire, économique, la France n'est pas comparable, n'est-ce pas, aux États-Unis. L'ambassade des États-Unis au Cameroun a déclaré dans le communiqué annonçant la suspension du Cameroun de l'AGOA que les États-Unis restent prêts à pouvoir discuter avec le Cameroun et développer d'autres outils pour continuer des échanges commerciaux, les intensifier dans un esprit de partenariat clair et réciproque. On a vu l'agacement de la Russie à la suite de l'absence du président camerounais à la grande rencontre, le sommet Russie-Afrique. On voit la mobilisation de la France qui dit venir réchauffer les relations bilatérales entre Paris et Yaoundé et l'attention qu'accorde la Chine au Cameroun. Cela démontre que le Cameroun reste un théâtre attractif sur le plan international. Mais avez-vous le sentiment que les Camerounais tirent profit de cette convoitise internationale et de ces partenariats commerciaux et économiques qui se nouent au fil des années? Justement, c'est ça le problème. Il faudrait faire en sorte que la diplomatie camerounaise ne soit pas à bénéfice uniquement vertical. Il faudrait qu'elle soit horizontale. C'est-à-dire que les Camerounais, dans leur immense majorité, quels que soient les partenaires avec qui nous traitons, que cela bénéficie, n'est-ce pas, au plus grand nombre des Camerounais. Si ça doit être seulement vertical, c'est-à-dire bénéficier peut-être au gouvernement, bénéficier au président de la République, bénéficier aux membres du gouvernement, ce n'est pas important. C'est-à-dire que si le gouvernement doit s'appuyer sur un partenariat pour se conforter, pour se donner du poids et sans savoir est-ce que cela bénéficie véritablement à la population, qu'est-ce que la population tire de ce partenariat, ce n'est pas des partenariats importants. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le Cameroun, il faut savoir que depuis, je crois, depuis les années 2000, la Chine investit beaucoup d'argent au Cameroun. La Chine a fait beaucoup d'investissements au Cameroun. Et il faut également savoir que le Cameroun, depuis des années 2000, rompt progressivement ses partenariats avec la France. Je crois que vous devrez savoir par exemple qu'en 2013, le président de la République a refusé de renouveler le contrat d'assistance technique avec la Sonara. Vous savez que ça a été lourd de conséquences. Il n'a pas renouvelé parce qu'il estimait que les Camerounais avaient reçu une formation pouvant leur permettre, n'est-ce pas,
d'assurer la continuité de l'assistance technique ou alors de l'entretien technique à la Sonara. Donc, vous savez également que dernièrement, on a signé un partenariat, des accords de défense avec la Russie. Et donc, la France, Saint-Cyr n'est plus le lieu privilégié par excellence pour la formation de nos officiers. Donc, le Cameroun, véritablement, c'est un carrefour où les grandes puissances se rencontrent. Vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé de la France, qui est un allié traditionnel depuis les années d'indépendance. Vous avez parlé des États-Unis. Le Cameroun, c'est un hub où toutes ces grandes puissances se rencontrent. Pourquoi? Parce que le Cameroun est stratégiquement très bien placé dans le golfe de Guinée, qui est le centre de convoitise de toutes ces grandes puissances. Il faut le savoir. Donc, aujourd'hui, qui a le Cameroun a le contrôle du golfe de Guinée. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, le Cameroun devrait profiter de cette position stratégique-là pour faire en sorte de nouer des partenariats avec des personnes qui lui permettent, n'est-ce pas, d'acquérir son indépendance. Par exemple, à quoi vont nous servir tous ces partenariats si à la fin de cela, nous ne pouvons pas bénéficier d'une technologie qui nous permette d'accroître notre capacité de production et de dépendre moins des importations pour préserver un peu nos devises, n'est-ce pas, dans le compte des opérations et renforcer notre balance extérieure de paiement. Jusqu'ici, la balance commerciale, elle est en hausse pour le premier trimestre 2019. On parle d'une hausse d'environ 20% par rapport au premier trimestre 2018. Oui, c'est déjà important, mais si nous continuons de faire des importations, de dépendre des importations, il faut savoir que le déficit va se présenter très vite. Et donc, ce qui est important pour le Cameroun aujourd'hui, c'est de nouer des partenariats qui lui permettent véritablement de renforcer ses capacités de production locale et dépendre moins de l'importation, parce que nous dépendons fortement de l'importation. Par exemple, aujourd'hui, les gens questionnent véritablement les partenariats que nous avons eus avec nos alliés traditionnels, par exemple la France. Ils ont raison, c'est-à-dire de se demander, bon, qu'est-ce que ça nous a véritablement apporté le partenariat si jusqu'aujourd'hui nous importons du riz, nous importons des cure-dents, nous importons des serviettes, nous importons même les vêtements alors que nous sommes producteurs de coton, vous faisiez bien de le souligner. Nous avons un secteur textile très important, mais nous continuons d'importer de la friperie, c'est-à-dire des vêtements de seconde main, des serviettes déjà utilisées par d'autres, des sous-vêtements même déjà utilisés par d'autres. Si nous continuons 60 ans après les indépendances d'importer tout cela, quand est-ce que nous allons nous affranchir véritablement économiquement pour mettre en place n'est-ce pas, une production qui nous permet de satisfaire nos besoins locaux et avoir des velléités d'exportation, de conquête du marché, au moins sous-régional. Nous n'en sommes même pas encore là. Nous ne sommes même pas encore à structurer, n'est-ce pas, nous structurer économiquement pour gagner le marché, c'est-à-dire de la CEMAC, dit que bon, voilà, c'est nous qui fournissons telle chose à la Guinée équatoriale, au Gabon, au Tchad, à la Centrafrique. Et dans cette sous-région, le volume des échanges commerciaux est moins de 10%. Je crois que c'est 3%. Pourtant, on privilégie toujours l'axe Yaoundé-Bruxelles avec l'Union européenne et l'axe Yaoundé-Pékin avec la Chine. Est-ce que la priorité doit être accordée d'abord à la conquête du marché sous-régional, du marché africain? Moi, lorsque le Cameroun était en pourparlers avec, n'est-ce pas, les Européens pour la signature des APE, moi j'avais donné mon avis à l'époque, j'avais dit, au lieu d'aller, n'est-ce pas, signer les APE avec l'Union européenne, il vaut mieux aller négocier un partenariat avec le Nigeria voisin, qui est très important, c'est quand même 200 millions d'habitants, avec un tissu industriel déjà très important, parce qu'il faut savoir que le Nigeria produit déjà beaucoup. Et donc, si on va signer un partenariat, avec le Nigeria, ça veut dire que c'est beaucoup de produits que nous pouvons importer. Ça veut dire que c'est beaucoup de produits que nous pouvons vendre au Nigeria, parce qu'il faut savoir que le Nigeria, c'est un géant, mais qui a la faiblesse également de ne pas produire beaucoup de choses en termes de produits d'alimentation. Mais d'aucuns estiment que le Cameroun privilégie l'Union européenne, la Chine, c'est en raison des devises qui sont sollicitées.
Est-ce que pour vous, cet argument peut tenir? Non, ça ne tient pas, même si nous vendons, n'est-ce pas, la monnaie de transaction internationale, c'est le dollar. Donc, même si vous vendez si vous vendez au Nigeria, vous pouvez être payé en dollars. C'est possible, parce que nous n'avons pas la même monnaie que le Nigeria. Le Nigeria ne va pas nous payer avec les naira. Le Nigeria ne va pas nous payer avec une autre monnaie. Le Nigeria peut bien nous payer en dollars. Et donc, ce n'est pas un argument qui tient. Et je pense que aujourd'hui, nous gagnerons mieux à, n'est-ce pas, signer des partenariats avec des pays comme le Nigeria qui ont déjà une forte expérience en matière d'industrialisation, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le Nigeria, par exemple, produit ses propres voitures. Et donc, si nous avons, et des très belles voitures, si seulement nous décidons de ne plus aller importer au Japon et n'importe où, n'est-ce pas, et d'avoir un partenariat qui permette seulement au Nigeria de pouvoir livrer des voitures chez nous, c'est déjà important. Et quitte à ce que nous, dans cet échange, que nous gagnions quelque chose, que nous livrions quelque chose. Je vous ai dit, c'est 200 millions de personnes, donc ce n'est pas très loin des États-Unis, même si en termes comparatifs, de pouvoir d'achat et de PIB, ce n'est pas la même chose, mais au moins, c'est déjà quelque chose. Si vous décidez, par exemple, de ne livrer, je ne sais pas trop quoi, que des pommes de terre au Nigeria, c'est beaucoup, il va falloir produire beaucoup, même si vous ne livrez que pour 50 millions de personnes, c'est beaucoup, ça fait, n'est-ce pas, des sources de revenus importantes. Donc aujourd'hui, pour moi, il ne s'agit pas d'aller conquérir des marchés qui sont hyper protégés, parce que c'est ça le problème. Le protectionnisme a été transformé, a été décliné sur ce qu'ils ont appelé la norme. La norme dont il est question, c'est eux qui définissent la norme qu'ils vous imposent à vous. Donc ce sont des marchés très protégés, mais qui sont d'apparence ouverte, mais lorsque vous entrez, on vous dit non, le produit doit obéir à telle norme en termes de production, en termes de transport, en termes de conditionnement, en termes de conservation, le produit doit obéir à telle norme. Les normes qui sont parfois très loin d'être, n'est-ce pas, respectées chez nous, du fait d'un certain nombre de choses, mais alors que le Nigeria ne va pas vous imposer ces conditions. Justement, malgré ce contexte économique, l'activité au Cameroun a poursuivi son amélioration. Selon l'Institut national de la statistique, le Cameroun enregistre une croissance réelle au PIB de 4,2% au deuxième trimestre 2019, et pourtant dans la sous-région, on est à moins de 2%, sous-région Afrique centrale. Il y a un sommet des chefs d'État qui est annoncé au Cameroun 3 ans après un sommet extraordinaire qui a réuni les États membres de la CEMAC pour évoquer la question de la crise économique qui frappe la sous-région. Et il y avait au-dessus de la tête des chefs d'État un risque de dévaluation du franc CFA qui a certes été écarté, mais qui reste toujours présent dans les esprits. Avez-vous le sentiment que des réformes menées durant ces 3 dernières années ont permis à la sous-région Afrique centrale de s'éloigner de la tempête de la crise économique? Disons qu'en 2016, lorsque les chefs d'État se sont retrouvés à Yaoundé, c'était avec la présence de la directrice de l'époque du FMI, Christine Lagarde, et du ministre français de l'économie, comment il s'appelait encore, Michel Sapin, je crois, si c'était encore lui. Alors, il y avait 2 possibilités. Il y avait soit l'ajustement monétaire, soit l'ajustement budgétaire. Les chefs d'État ont choisi le moindre mal, c'est-à-dire l'ajustement budgétaire. Alors cela a été assorti d'un certain nombre d'exigences de résolution et de réformes qu'il fallait entreprendre. Le programme c'était pour 3 ans, donc ça devait normalement, techniquement finir en 2019. Je crois que c'est pour ça que les chefs d'État doivent se retrouver, parce que le programme devait prendre fin en 2019. Alors c'est cette rencontre qui va nous permettre de savoir si effectivement toutes ces résolutions, parce que ce n'est pas le problème du Cameroun seul, c'est l'ensemble des pays de la région CEMAC, c'est pour ça qu'ils doivent se rencontrer. Je crois que c'est pour faire une espèce de bilan évaluation pour savoir si l'ensemble des pays, n'est-ce pas, ont pu satisfaire aux exigences du FMI, ont mené à bien les réformes, n'est-ce pas, exigées lors de cette rencontre-là. Il y en avait plusieurs. Si c'est le cas, peut-être que nous allons sortir, n'est-ce pas, du programme et nous allons reprendre les manettes de notre économie. Mais les indicateurs tels que je regarde en ce moment ne sont plus très au rouge,
quand même, parce qu'il y a une nette amélioration de la croissance, mais seulement, il faut très bien que les gens comprennent que c'est parce que nous étions sous perfusion et donc notre ardoise à l'extérieur était effacée par le FMI, par les fonds, n'est-ce pas, en provenance du FMI. Alors, est-ce que nous avons restructuré notre économie de manière à pouvoir rééquilibrer notre balance extérieure de paiement et empêcher que, n'est-ce pas, notre réserve de change ne tarisse comme ça a été le cas, parce que nous avions en 2016 atteint le seuil presque critique, on était en deçà, on était à 52% et demi. Il faut savoir que si on atteint 50%, techniquement c'est la dévaluation imposée, parce que 50% c'est presque déjà la nullité. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui nous avons de manière structurelle mené des réformes qui nous permettent de maintenir notre balance extérieure de paiement à un niveau acceptable, c'est-à-dire en évitant les importations tout azimut, parce qu'il faut savoir, je vous ai dit tout à l'heure que nous importons tout et nous ne comprenons pas qu'à chaque fois que nous importons, c'est le taux de notre réserve de change qui baisse dans le compte des opérations, ça baisse drastiquement. Nous importons des jouets, nous importons tout et n'importe quoi. Nous importons la brocante, qui pour moi, c'est de la poubelle. Nous importons des choses comme ça. Aujourd'hui, il faut réguler le secteur de l'importation et mettre l'accent sur l'importation productive, c'est-à-dire on ne doit plus... Les équipements de production qui permettent aux industries d'avoir des outils nécessaires pour améliorer la production et la qualité de la production. La qualité et la quantité de la production, parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Et moi, je pense que les chefs d'État devraient se retrouver et demander à leur ministère de l'économie, n'est-ce pas, d'entreprendre des réformes dans ce sens-là et de faire une planification qui nous permet de manière sectorielle à atteindre des objectifs de production qui nous limite des importations. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, on devrait, n'est-ce pas, au moins dans un délai proche, ne plus pouvoir importer du riz. On devrait, dans un délai proche, ne plus pouvoir importer, je veux dire quoi, ne plus pouvoir importer de l'huile, ne plus pouvoir importer du poisson. Au moins, même si on doit importer, le Cameroun, c'est un pays qui est ouvert sur 2 côtes maritimes, Kribi et Limbé. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas développer le secteur de la pêche de manière à pouvoir réduire notre importation du poisson? On importe 90% de notre consommation en poisson. Ce n'est pas normal pour un pays qui a la chance d'être ouvert sur 2 côtes maritimes et qui est arrosé par plusieurs fleuves, Vouri, Sanaga, Nyong et tous ces grands fleuves-là qui regorgent de beaucoup de produits halieutiques. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas développer, n'est-ce pas, une pêche locale pour pouvoir réduire, au moins à moyen terme, notre dépendance à l'importation pour les produits halieutiques? Merci Edmond Katé d'avoir participé à ce programme. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.